Salut gang! Premier podcast de quarantaine. Pour le premier épisode de la nouvelle mouture du podcast, je reçois Catherine Etier, avec elle on a discuté de son enfance, de rêves déchus et de crystal meth. Alors, c'est un podcast normal, il n'y a absolument rien qui change, mis à part que je tourne sur Zoom. J'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent à mon Patreon, ça m'aide énormément, c'est ma seule source de revenus. Je suis extrêmement reconnaissant envers vous. Ça m'aide énormément. Ça me permet de vivre, de manger, puis ça me permet de continuer à faire le podcast. Moi, en échange, je m'engage à augmenter le volume de podcasts disponibles sur mon Patreon. Vous m'aidez et je vous aide. Merci énormément. Juste avant de commencer, j'aimerais ça discuter du hashtag "ça va bien aller". Je trouve ça complètement ridicule parce que on le sait pas si ça va bien aller. Personne sait si ça va bien aller. C'est un mensonge. On le sait pas. Et je trouve ça ridicule que on doit brander une pandémie mondiale. On peut pas juste accepter qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas et de faire des efforts. Faut absolument faire un branding comme si c'était une marque de char. Ça va bien aller. Qu'est-ce que t'en sais? Je veux dire, c'est une pandémie mondiale qui met à terre l'économie de la planète entière. Tu ne sais pas si ça va bien aller. Tu ne connais pas l'avenir et il n'y a pas de problème avec ça. Tu n'es pas obligé de mentir. Moi, si vous tripez tant que ça sur les hashtags et tant que ça sur les slogans, j'en ai un à vous proposer, c'est « Je me masturbe en attendant ». Parce que ça, je suis bien avec ça. C'est vrai, je crois qu'on est plusieurs dans cette situation-là. On se masturbe en attendant. On ne sait pas ce qui se passe dans le présent, dans le futur proche, dans le futur éloigné. Alors, on se masturbe en espérant que ça se passe bien et ça fait diminuer notre anxiété. Parlant de masturbation, j'ai un de mes amis homosexuels qui m'a confié qu'il s'est tellement masturbé qu'il a commencé à regarder de la pornographie hétérosexuelle à des fins scientifiques parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il dit... J'ai éjaculé tout ce que j'avais éjaculé. Maintenant, je veux comprendre des choses. Et sa conclusion d'écouter de la pornographie hétérosexuelle, c'est que les hétéros, on est dégueulasses et qu'on ne devrait pas faire ça de cette manière. Sur ce, je vous remercie, je vous aime. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui ont... Je comprends que c'est une situation difficile. J'espère que... Vraiment, j'espère que vous vous portez bien. Sur ce, je vous laisse avec Catherine Etier. Bon podcast. Salut Catherine, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. J'aimerais spécifier que le grain de l'image, c'est vraiment calculé, là. C'est un style que je me donne. Mais ça va bien, j'ai ma petite couverture. Je suis très chalet pour me confier à toi. C'est le meilleur style. J'adore ça. Change rien. J'espère que... Je changerai rien. Yeah! Commençons de manière très abrupte et froide. T'es né où et en quelle année? Je suis née à Montréal en 1981. Hey, dans quel quartier? Je sais pas, parce que je suis retournée à Saint-Hubert après. OK, mais t'es ma première Montréalaise, je suis content. Écoute, pour être honnête, j'ai grandi sur la Rive-Sud, mais je suis née à Sainte-Justine. Voilà, c'est là que j'ai été expulsée dans un violent coup de bassin. Mais ensuite, Rive-Sud, Saint-Hubert et Longueuil, jusqu'à mes 22 ans. OK, t'es une fille de la Rive-Sud, comme la chanson de Michel Rivard. J'ai fait l'amour sur la Rive-Sud. Comme Michel Rivard. OK, j'ai plein de questions sur la Rive-Sud. OK, tu l'as mentionné, allons là-dedans. C'est quoi grandir sur la Rive-Sud? C'est quoi ta jeunesse? Ça ressemble à quoi? Ben moi, j'ai eu une très belle enfance, adolescence. J'ai pas de... On dirait que quand tu viens de là, à moins que, je sais pas, là, que tu as eu une enfance plus déprimante à plein d'égards, moi, j'aimais bien ça. Là. Comme je réalisais pas, tu sais, moi, mon père habitait à Montréal, puis il habitait sur le plateau, puis à l'époque, dans les années 80, mettons, le plateau, dans mes yeux, c'était épeurant. Ça faisait peur, j'avais peur. C'est ça, je suis une petite fille de la Rive-Sud. Mais moi, j'ai aimé ça. J'ai eu un beau primaire, beau secondaire, gentil, là, avec mes amis. J'allais jouer chez mes amis à Saint-Lambert. Puis, c'est ça. J'étais dans une école privée. J'étais assez privilégiée. Je me suis pas fait écœurer. C'est très tranquille. Quand j'entends le bruit du vent dans les feuilles des arbres, ça me fait penser à Saint-Hubert. C'est joli. J'habitais sur la rue Montgomery, puis on entendait juste le bruit du vent dans les feuilles. Il se passait rien. Il n'y avait pas de bruit. C'était très gentil, là. Très petit enfant qui apprend à faire du vélo dans la rue. Là. Fait que, belle enfance.
Enfant, est-ce que tu aimais l'école? Oui, j'adorais l'école. J'étais une petite fille très disciplinée. En fait, ça, c'est encore en moi, là, le respect de la consigne. J'ai bien de la misère quand il y a des consignes, puis quelqu'un ne les respecte pas. Je vais pas dire, hey, mais ça va, je vais être pas bien, là. Comme quelqu'un dit, ben, dépasse pas la ligne, là, parce que, genre, c'est ça, la chorégraphie. Puis là, si tu la dépasses volontairement, ça va vraiment me faire, je sais pas. J'ai ça ancré en moi, j'ai été élevée comme ça. Oui, j'étais une genre de première de classe, mais, tu sais, très discrète. Cool, pareil. J'aimais ça. Je me demande, moi j'adore comment tu écris. Je trouve qu'une de tes plus grandes forces, c'est l'écriture. C'est vraiment, vraiment agréable de te lire. C'est aussi agréable de t'écouter. C'est vraiment le fun. Tu es vraiment vraiment bonne avec les sons, avec le français. Ça a commencé comment, ton amour avec le français? Les mots? J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai pas toujours su que j'allais faire ça de ma vie, mais tu sais, juste, j'ai toujours aimé le français. J'ai toujours été contente quand les profs ils donnaient des dissertations qu'on appelait des compositions quand on était plus jeune. Moi, ces affaires-là, c'était pas des devoirs, c'était pas des examens, ça me stressait pas, j'étais juste bien énervée. Mais j'ai toujours pensé, j'ai toujours orienté mes études en sciences. Fait que, tu sais, c'était comme, je faisais ça, j'étais bonne aussi. C'est sûr que c'est facile d'aimer les choses dans lesquelles tu es bon. J'aimais pas beaucoup l'éducation physique. J'étais assise sur le banc avec ma petite pomme de Ventolin. C'est pas mal ça que je faisais. Fait que c'est sûr que c'est ça, là. J'avais de la facilité là-dedans. Mais savoir que j'allais faire ça de ma vie, là, ça a été vraiment plus tard. Ça a été dans la vingtaine là, que j'ai comme eu une espèce de déclic. Un déclic en ce sens que je me voyais pas passer ma vie à travailler dans un laboratoire à piquer des rats dans les yeux. Là. OK, retournons un peu en arrière et faisons un peu ton parcours. Fait que tu aimais les sciences. Alors, tu t'es orienté vers ça. Quel genre de sciences? Parce que moi, je pensais, Thomas, ma réflexion était très étoffée en ce sens que j'avais de bonnes notes, donc j'allais être médecin. C'était ma réflexion. Je n'ai jamais réfléchi plus loin à ça me tente-tu d'être médecin? J'ai envie du parcours académique. Mais tout ça, oui, là, j'en aurais eu envie, mais je n'ai pas eu la cote assez élevée pour entrer en médecine, fait que je suis rentrée en biochimie à la place à l'université. C'est le chemin... Wow, tu sais que tu as des bonnes notes quand tu es déçu de rentrer en biochimie. Hein? Tu sais que tu es très bonne à l'école quand tu es déçu de rentrer en biochimie. Oui, ben c'est ça, mais tu sais, c'est drôle parce que tout le monde qui passe par la biochimie, beaucoup vont décider de continuer là-dedans, mais c'est comme un chemin, tout le monde va aller faire sa médecine dentaire ou tout le monde, tu sais, c'est l'endroit des gens qui ont échoué à être acceptés en médecine. Puis j'ai plein d'amis de biochimie de l'époque qui sont médecins aujourd'hui, là, qui ont réussi. Mais c'est ça, donc j'ai fait mes sciences pures au cégep, c'est assez facile. Puis après ça, à l'université, c'est ça, là, j'ai frappé un mur. Dans l'étude et j'avais toujours été excellente. Puis là, j'ai eu des échecs, là, genre, je pense une fois, je me souviens, j'avais fait un cauchemar que j'avais eu comme 42 un examen, puis finalement, j'ai eu 30 quelque chose. Tu sais, j'avais des notes. Mon cœur, tout me disait que ça marchait pas. Puis c'est ça aussi, c'était beaucoup être dans un laboratoire, faire du séquençage d'ADN, puis c'est ça. À un moment donné, je me suis vue, puis j'ai juste fait, OK, mais là, Manoir, j'étais vraiment avec des petites œillères. Moi, dans ma vie, je faisais juste... J'étais dans la course là, à ceux qui étudient puis qui vont se rendre à quelque part. Je me dis, si j'avais pas eu les bons amis que j'avais à l'époque, ça se peut bien que je travaillerais là-dedans aujourd'hui puis je serais super malheureuse. Ben, je veux dire, je sais pas. Peut-être que j'aurais fini par être heureuse, mais j'aurais pu être dans un laboratoire là, au moment où on se parle, à être un peu paniquée, à faire des séquençages de génome. C'est quoi le moment pivot qui a fait en sorte que tu n'es pas dans un laboratoire, mais plutôt en art? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça s'est pas fait en une étape. En fait, c'est mon meilleur ami, Renaud, à un moment donné. J'ai comme, tu sais, ça là. Il y avait comme une espèce de nervous breakdown qui se préparait en moi. Et écoute, Thomas, le même jour, j'ai quitté la biochimie et le Tim Hortons, un endroit où tu as moi. Oui, j'ai travaillé là. Quitté. Les deux piliers de ma vie, j'ai quitté. Je ne suis pas rentrée le lendemain au Tim. Et je savais pas... mon ami C'est deux excellentes décisions. Mais c'est ça, c'est mon grand chumé, lui, étudiait en communication. Pour moi, c'était très vague, les communications. Puis il m'avait dit, là, c'est bien le fun, parce que tous les étés, moi, j'étais monitrice dans un camp de vacances. Fait que, tu sais, j'étais vraiment plus ce que c'est quoi ton nom? On n'avait pas de nom parce que c'était un camp international qui s'appelle EDFI, le camp EDFI. Et on recevait des jeunes partout dans le monde. Et c'était arrivé que... Oh, pardonne-moi, le camp EDFI, pardonne-moi. Nous, en notre camp, on s'appelle pas Popcorn, là, c'est pas...
Pas pour faire chic, mais c'est parce qu'il y a des moniteurs qui prenaient des noms, qui avaient des noms, des sonorités ou ça pouvait être insultant pour certaines cultures ou certaines ethnies. Donc, il y avait 4 noms. Je m'appelais Catherine. Je m'appelais pas jus de fruits. Tu vois, tu as insulté quelqu'un là, en Autriche, peut-être. On veut jamais insulter un Autrichien. Ben, La dernière fois, ça a mal fini. La dernière fois qu'un Autrichien s'est senti insulté, il y a eu des graves conséquences. On veut pas ça. Conséquences. Mais c'est ça, fait que mon chami Renaud, qui me voyait dans les camps de vacances, qui me voyait être créative, puis être funny, puis être animatrice, je sais bien que c'était juste le camp de vacances, mais pour moi, c'est comme c'est là que je suis née un peu. Fait qu'il a fait là, Manoir, c'est super le fun ta biochimie, mais tu vas me crisser ça là, puis j'ai fait d'accord. Et je me suis mise, j'ai fait un bac dont la concentration était la publicité, parce qu'il n'y avait pas de bac en pub. J'ai fait plein de cours, là, journalisme, relations publiques, communication en général. C'est la pub qui m'a intéressée parce que c'est la conception-rédaction que je ne savais pas que ça existait vraiment. Et là, je me suis concentrée pour expliquer un peu aux gens la conception-rédaction, si je ne me trompe pas, c'est bien réfléchir à la pub, réfléchir à des slogans, réfléchir à... Oui, c'est ça. Ben, en fait, conception-rédaction, c'est ça. C'est tout le wording. Tu travailles souvent en équipe avec des directeurs artistiques, des graphistes, des gens qui créent l'image, tout dépendant de c'est quoi, là, parce que moi, je travaillais beaucoup en web, fait que j'étais toujours avec un directeur artistique qui faisait le visuel de mes scénarios, de ce qu'on voyait. Puis souvent, ça se fait à deux aussi. Je pouvais bien donner des idées pour son visuel, puis lui m'alimenter dans mes slogans, mes petits mots. C'était comme Peggy dans Mad Men. C'était comme Peggy dans Mad Men, c'est son métier. Exactement, à très peu de choses près. Et fait que j'ai fait ça pendant quelques années, puis c'est ça qui m'a menée. J'ai toujours été à la pige, moi. J'ai commencé en 2006, je crois, à faire de la pub. Et les contrats ne se ressemblaient pas toujours. J'ai travaillé beaucoup en agence de pub, mais j'en ai eu aussi à Radio-Can, pour Télé-Québec. Pas de la pub, là, c'était pour du web en lien avec des émissions de télé. Fait que c'est là que, quand j'ai commencé à toucher à la fiction, que j'ai fait comme « Hey, mais c'est le fun d'avoir l'impression de signer un texte plutôt que d'écrire un slogan pour un pick-up. » J'ai vendu beaucoup de pick-up, Thomas. Tu as aidé Dan. Tu as aidé Dan Bigra, c'est cool. Beaucoup de VUS et beaucoup de contrats d'abonnement pour Fido et TELUS. TELUS, oui, c'est TELUS, mon client. Ouais. Ouais, parlons-en un peu, pas longtemps, mais est-ce que c'est difficile de faire de la pub à deux niveaux? Premièrement, c'est difficile, c'est de la création. Puis deuxièmement, est-ce qu'il y a une partie de toi qui te dit des fois je crois pas vraiment au produit, mais qu'il faut quand même que je trouve, tu sais. C'est très, très rare que tu vas croire aux produits. C'est rare que tu aies un bijou entre les mains. Il faut que tu fasses une pub, c'est-à-dire, tu sais, en fait, c'est jamais toi qui décides des clients qu'on te confie. Des fois, on te cantonne même à un client. Tu peux travailler pour la SAQ pendant 10 ans dans une agence parce que c'est ton compte, puis tu connais le client, tu connais sa philosophie, tu t'es collé dessus, là, tu la maîtrises, tu en rêves la nuit. Fait que souvent, on va te coller. Tu peux travailler pour le lait aussi, les produits laitiers. Fait que, tu sais, c'est ça, t'es comme collé à quelque chose. Fait que ça aussi, c'est un peu aliénant. Mais c'est très rare là, que tu vas. Puis, tu sais, ça va même arriver des fois qu'il y a des agences qui se font, qui acceptent des contrats de pub pour des campagnes politiques. Là. Puis, je veux dire, je sais pas moi, si tu es souverainiste, tu sais, je veux dire, tu as le choix de laisser ta job, mais en général, tu fais ton travail puis tu fermes ta gueule. Là. Fait que non, puis je veux dire, la pub en général, c'est pas très, très joli non plus. Là. Oh, ça m'intéresse, comment ça? Non, mais je connais pas ce milieu-là. Moi, une fois, j'ai voulu intégrer la pub. Moi, 2 fois, j'ai voulu intégrer la pub. 2 fois, la pub ont fait non. Ils m'ont dit, faut que tu as voulu intégrer la pub de quelle façon? Es-tu arrivé Non, je voulais faire de l'argent. Puis je me suis dit, c'est facile. Puis ils m'ont dit non. Puis ils m'ont dit non, je vous jure que oui. Puis ils m'ont dit, il faut que tu fasses un effort. Et j'ai réalisé, non. Je ne ferai jamais d'effort pour vous autres, mais mettre des efforts pour de la comédie. Puis c'est comme ça que j'ai évolué dans ma carrière. Ben, tu sais, moi, je suis vraiment contente pour toi, là, que tu ne sois pas embarqué là-dedans. Je veux dire, tu sais, j'ai des amis, là, encore, qui travaillent en pub, c'est des gens extraordinaires, bien sûr. Il y a du bon monde qui travaille dans toutes les disciplines, mais c'est les agences où j'ai travaillé dans des, tu sais, j'ai pigé dans pas mal toutes les grandes agences, pas parce que je suis une grande dame, mais parce que tout le monde pige. Ouais, ça va jamais. Puis c'est des usines à saucisses, là, je veux dire, ils brûlent les gens là, jusqu'à la dernière fibre de leur corps puis leur cœur. Il faut vraiment que tu sois fait fort pour durer longtemps un peu. Faut que tu aies une distance. Surtout quand tu commences, là, tu travailles genre jusqu'à minuit, 1 heure à chaque soir parce qu'il y a des clients. Il faut tout le temps refaire la campagne overnight. Tout le temps.
constamment, je sais pas combien de fois, puis des affaires dont on se colle. Tu sais, des pubs, justement, de pick-up. Ah, finalement, dans le client, puis c'est toujours le client qui a raison. En pub, c'est vraiment ça. Je veux dire, t'as beau avoir des gens très intelligents, avec des montures, de lunettes imposantes, et des études, et des idées, de la création, qui ont des grandes idées. En bout de ligne, si Roger, il n'aime pas le orange, on reprend tout de zéro. La femme de Roger n'aime pas le orange, on reprend. Tu sais, c'est ça, là. Fait que souvent, tu te ramasses, en plus de tout, des fois d'être très mal à l'aise de vendre un pick-up, tu te ramasses à être obligé, parce que tout le monde est à bout, de faire la pub de rêve de Roger, qui consiste, je sais pas, là, à faire des marionnettes avec des saucisses à hot dog, puis mais ça, en fait, c'est une très bonne idée. Ça, j'aimerais ça faire ça. Mais, en tout cas, bref, fait que je sais pas, moi j'étais bien naïve. Puis le pire, c'est qu'à l'université, j'avais un prof en particulier, genre des hôtels dont j'ai suivi tous les cours, qui nous avait dit: vous n'êtes pas prêts pour la pub, vous allez voir, vous allez haïr ça, vous allez travailler pour des gens que vous n'aimez pas, vous allez haïr tout ce que vous allez faire. Ça, c'était drôle, tu sais, ça me faisait rire. Puis il avait parfaitement raison. Je suis comme: non, je vais faire fi. Je vais trouver mon compte, je vais créer, je suis bonne, je suis witty, je suis snappy, mais c'est ça, non, c'est ça. Moi, ça a rapidement. Il y a l'argent aussi qui rend en ligne de compte, c'est payant. Oui, c'est payant, mais pas au niveau où j'étais. Il faut quand même que tu fasses les juniors. Là, moi, je suis juste restée junior. Là. Non. Tu fais pas. Tu fais pas C'est ça grand le mythe que j'avais en tête. Mais tu peux rapidement faire des sous, là, j'imagine. Là, mais non. Au départ. Moi, l'image que j'avais de la pub, c'est que moi, je connais beaucoup de grands artistes qui sont en pub et j'ai toujours pensé, c'est des grands artistes, mais malheureusement, ils sont accrochés avec leur salaire. Ah oui, Ils mais savent, ils font pas le saut ailleurs parce qu'ils savent mais- qu'ils ne feront pas d'argent. exactement, mais ils font la palette. Là. Mais c'est ça aussi qui m'écœurait, c'est que j'avais des collègues vraiment. J'ai rencontré du monde super le fun. Il y avait aussi des gens qui avaient. Il y a des vedettes de la pub. C'est vraiment comme Hollywood. Tu sais, ils ont leur propre gala aussi. On aime beaucoup les galas. Il y a les. Ici, bon, il y a, je sais plus, les boomerangs, mais tu sais, c'est de la petite bière, les New Mix, les boomerangs. Mais tu sais, ils vont à Cannes pour aller chercher leur lion. Puis, tu sais, c'est la grosse traîne, puis il y a des gros sous, puis tu sais, il y a de la drogue partout, le monde est coqué. C'est vraiment comme exactement ce que tu t'imagines dans les films. Évidemment qu'il y a plein de gens qui sont straight, puis qui font leur job, puis c'est des mères, puis des pères de famille, là. Mais il y a vraiment, en tout cas, à l'époque où j'étais là, puis je suis sûre que c'est encore pareil, puis ça a toujours été de même, du monde, tu sais, qui ont énormément d'argent, qui savent pas nécessairement quoi en faire. Puis c'est des gens qui carburent à l'adrénaline, tu sais, puis c'est ça, là. C'est toujours ceux qui sont les directeurs créatifs de telle ou telle branche ou de tel compte client. Puis c'est comme ils deviennent des caricatures. Puis au départ, je pense qu'il y a beaucoup là-dedans de gens qui étaient des artistes. Puis c'est ça, ils deviennent une grosse caricature qui fait de la coke et de la meth. Parce que la meth est devenue bien à la mode en pub, semble-t-il. Oh, ouais! Ouais, j'ai entendu ça. Wow! Je dis ça, mais c'est pas drôle du tout, là, mais ouais, tu sais, il y a Un comme peu drôle. sûr de faire de la mettre. Je veux dire, on sait tous, là, que. Et bien sûr, on connaît un peu ce que la coke fait, mais on la met, c'est comme un peu plus rough, là, tu sais. Donc, C'est les plus long. gens Pour, qui n'ont pas l'air de bien aller, là, ces Mais gens. moi, pour en avoir fait, c'est de la coke, mais qui dure vraiment plus longtemps. Et contrairement à la coke, c'est de la libido. OK, ça fait ça. Ben, tu vois, je savais même pas, mais tu t'en as fait, t'en as essayé à l'occasion, mais en tout cas, c'est comme une espèce de D'euphorie. risque chic à prendre chez les gens que je sais pas, là, c'est comme une mode un peu weird et il y a plein de gens j'ai des gens que je connais avec qui j'ai travaillé qui ont des gros problèmes de tout ça là, en ce moment, puis que, tu sais, qui travaillent, sont fonctionnels, mais que c'est ça, là. C'est comme une espèce de fléau chez les gens bien à la mode, semble-t-il, en ce moment. Wow! J'étais pas au courant de ça. Ça peut être à la mode. Aïe, aïe, OK. Et comment t'es sorti de ce beau milieu-là sain et... Ben, très facilement, parce que j'ai pas dû, tu sais, j'ai pas eu à dire adieu à une job parce que j'étais pigiste. J'ai pas eu à dire adieu à, tu sais, mettons, que j'avais fait un gros salaire, là, puis que ça aurait été bien difficile pour moi. Non, tu sais, je suis encore jeune, mais tu sais, j'avais pas non plus une famille, une maison, une hypothèque, une affaire. J'avais rien, je n'avais que mon propre cul. Fait que c'est vraiment. Parle-moi. J'avais quand même mon cul. Ça me fait rire, ça. Excuse-moi, comment t'as parlé, ça me fait rire. J'ai eu d'autres contrats plus en télé, puis j'ai animé une web télé qui s'appelait Quoi de neuf à l'époque, pendant 4 ans. Puis ça a commencé comme ça, plus de passer de l'autre côté.
Fait que ça, c'est tout à fait par hasard. C'était comme une boîte de prod un petit peu, disons, désorganisée, qui était dernière minute, puis qui cherchait une co-animatrice. Puis il était pressé, puis ça a vraiment joué en ma faveur parce que j'étais là, puis il me trouvait sympathique. J'avais fait de la pub, je m'avais croisé dans une boîte de pub, puis c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'est vraiment le hasard et la volonté de plus faire de pub, mais j'ai été chanceuse de pogner ce gig-là parce qu'après ça, le reste a découlé. Là. Wow! Qu'est-ce qui a découlé après ça? Vraiment, quand tu as fait le contrat, tu as aimé ça? Qu'est-ce qui s'est produit? Oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai animé. C'était une web télé qui s'adressait aux ados. Ça commençait, là, ce genre de choses. Il n'y avait pas de YouTuber à l'époque. On était 2 animateurs. Mon co-animateur s'appelait Jean-François Grenier et on critiquait toutes les modes qui s'adressaient aux jeunes. En fait, tout ce que les adultes pensent de ce que les jeunes aiment, ce que les jeunes font, ce que les jeunes doivent manger, comment ils s'expriment. Fait que les jeunes, ils votaient, ça passe ou ça casse. Bref, c'était très interactif. C'était bien le fun. J'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que j'avais jamais animé, tu sais, à part dans un grand camp de vacances. Et donc, j'ai comme appris... C'est ce qui est génial de l'art, parce que c'est la même chose. C'est la même chose, animer une web-série qu'animer dans un camp. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, le fait que j'animais en camp de vacances, tu sais, en camp de vacances, tu passes l'été avec un galon de peinture brune, puis tu t'arranges avec ça. Fait qu'on était très créatifs et débrouillards. Puis, à cette époque-là aussi, premièrement, il n'y avait pas une grande compétition. Et en plus, j'avais rien à perdre. Moi, j'avais pas une carrière à perdre. Tu sais, je n'étais pas non plus assoiffée D'un coup, je me trompe. Non, je veux dire, on en a fait des niaiseries, puis on avait notre réalisateur qui était caméraman, qui faisait des effets spéciaux. J'en étais 3 niaiseux, qui étaient payés 3 sous. Mais j'ai eu énormément de plaisir. Puis après ça, j'ai fait toutes sortes de contrats à la pige, mais j'ai écrit pour Urbania pendant 3 ans. Puis c'est ça, en fait, c'est surtout... C'est là que j'ai découvert. OK, bon, mais c'est ça, c'est surtout là que je me suis plus établie comme chroniqueuse, si tu veux, comme writer. Mais je faisais ça vraiment parce que là, j'avais comme perdu un contrat. Je devais écrire sur un show, puis ça n'a pas eu lieu. Puis j'étais bien, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis que j'avais écrit à Urbania, puis il a vraiment fallu que je leur soumette plusieurs textes parce que j'étais très mauvaise. Et ils me disaient, on est vraiment désolé, Madame Etier, mais malheureusement, c'est à chier. Puis j'ai juste continué à la renvoyer, puis finalement, je pense qu'ils étaient épuisés. Et ils m'ont donné un poste de remplaçante. Fait que je remplaçais les gens qui étaient malades. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Wow! C'est comme ça. J'ai insisté. Puis après ça, j'ai fait de ça. On m'a appelé pour passer une audition pour ce show de Mike Ward, qui était à Musique Plus, qui a duré une seule saison en 2014. Ça, c'était très le fun. Mais ça n'avait pas rapport que je sois là-dedans, moi. Mais c'est ça, je suis C'est faux. C'est faux. Ça a vraiment rapport. Tu ressembles beaucoup à ce que Mike veut. C'est-à-dire qu'il ne sait jamais ce que tu vas dire. J'adore, mais il a été super, là. Je dis pas ça parce que je renie ça. Il a été vraiment super, puis j'ai adoré. C'est juste, tu sais, c'est ça, là. Il y avait 2 filles au départ. À la fin, j'étais toute seule. Ça n'a pas duré. Puis c'est ça, là. Il y avait tellement d'autres, tu sais. Il y a des humoristes filles qui auraient très bien pu, mais je sais pas, je suis comme tombée dans une poche d'air ou peut-être qu'on dirait que la situation a changé en humour. Pas qu'il n'y avait pas de filles humoristes, mais il y en a comme eu plus qui ont pris... à qui on a plus donné la place et qui se sont fâchés, mais moi, j'étais une no-bot, j'avais pas rapport. C'est genre, Maud Landry, il aurait dû faire ça à ma place, là, clairement. Tu l'as bien fait, tu l'as bien fait. D'où la chance, tu sais, c'est ça, j'ai fait ça. Puis après ça, il y a eu Codef et plein d'autres aventures. Parlons-en de Codef, c'est un truc que je pense que, du moins, moi, je t'aimais beaucoup dans Codef. As-tu aimé faire ça? C'est un truc que tu as... J'ai adoré ça, faire ça. C'était très drôle. Ça, j'allais passer cette audition-là, vraiment... je m'étais bien préparée, mais j'étais très décontractée. Mais juste avant, pour les gens qui ne connaissent pas, peux-tu nous décrire c'était quoi Codef? Codef, c'était une émission qui était diffusée à VRAC TV, qui était, au départ, c'était une quotidienne. Une émission, on était 5 filles, tête d'affiche, si tu veux. Le principal, il y avait Virginie Fortin, Mariana Mazza, Marina Bastarache. Catherine Levac, je crois? Par la suite, Catherine Levac, Marie-Pierre Morin et moi. On était 5, puis il y avait plein de gens en orbite. Catherine Levac. 5 femmes différentes, disons-le. Oui, quand même. Mais tu sais, moi, je suis allée là en étant certaine que... C'est ça, c'était une émission qui parlait des affaires de filles. On était comme un peu des grandes sœurs qui conseillaient les adolescentes sur tout. On parlait de tout. Il y avait des émissions très légères et très connes, du genre « Montre-moi le contenu de ta sacoche » et d'autres émissions où on abordait le consentement et le féminisme. Puis, évidemment que c'était humoristique, puis c'était pas très, très soutenu, mais tu sais, on parlait de tout, là, autant de viol que de couleur de mamelon. Bon. Mm-hmm.
ça. Et c'était très important. Et fait que oui, j'ai adoré faire ça. Puis c'est ça, à l'audition, tu sais, j'en avais déjà fait des auditions plus jeunes quand j'avais animé Quoi de neuf. Puis parce que, tu sais, quand j'avais commencé à animer, j'avais un peu, j'avais envie, là, tu sais, de faire de la télé. Puis, tu sais, on me proposait des petites choses. Puis, tu sais, ça marchait pas parce que j'étais plus jeune, mais j'étais exactement comme je suis là. Mais j'étais trop exotique. J'étais pas assez standard, disons, dans ma façon de m'exprimer. Mais moi, je suis pas capable de m'exprimer autrement. Pas parce que je veux pas. Mais moi, c'est ce que je trouve curieux. Moi, mon sport favori, c'est me plaindre de la télévision. Surtout des gens qui prennent des décisions en télévision. Je trouve ça curieux que ce qu'on te reproche, c'est ta couleur et qui est ton style. Ben, écoute, j'ai quand même, il y a des gens qui m'ont prise à cause de cette couleur-là, justement. Là. Mais tu sais, c'est que j'avais cogné à plusieurs portes. À un moment donné, j'ai juste fait, ben là, c'est pas ça que vous cherchez. C'est comme, ça a été très passager là, dans ma vie, cette envie de faire de la télé. Fait que quand je suis allée faire cette audition-là, j'étais bien surprise. Puis j'étais comme, ben, super. Mais je le sais d'avance que vous me prendrez pas parce que j'ai déjà rencontré, j'avais déjà fait des auditions à VRAC. Puis je n'étais pas la femme qui le recherche. Bref. Fait que j'ai été super détendue et super surprise qu'on me prenne et ravie. Puis j'étais comme, c'est ça, là, ils m'ont un peu... Surtout la première année, on m'a vraiment caricaturée, là. J'étais vraiment un genre de bibliothécaire étrange. Mais je m'en foutais, c'est pas grave. J'étais comme, costumez-moi comme vous voulez, ça me dérange pas, là. Mais il y a une saison où la maquilleuse de Codef, ou le maquilleur, c'était particulier. C'était wow! Oui, je sais. Je pense que ce qui nous aidait pas beaucoup, c'était le green screen. C'est une combinaison de tout ça qui faisait en sorte que des fois, c'était spectaculaire ce que ça donnait. Mais moi, j'ai très peu d'attachement à ces choses-là. J'ai pas vraiment d'orgueil en général et je me regarde pas. Je regarde pas la télé. Je me regarde pas vraiment quand je pars. Tu sais, je me maquille, je me mets du rouge à lèvres, j'aime ça, là, tout ça. Mais ça arrive des fois qu'il me manque du rouge à lèvres en bas parce que je me suis pas vraiment regardée. Fait que oui, ça fâchait certaines participants de l'émission de mon Dieu, les cheveux, le maquillage. Moi, j'étais comme, hey man, comme le nombre de personnes plus pertinentes que toi qui se battraient pour être à ta place, ta gueule avec ton make-up. Là. Mais effectivement, des fois, c'était un peu flamboyant, je dois dire. On peut le souligner. Comment est-ce que tu conseillais des jeunes filles, ça vaut de la fiction ou de la télévision, est-ce que tu es devenue la confidente de plusieurs filles qui t'écrivaient sur Internet ou non? Plus ou moins. Oui, il y a eu une vague, là, beaucoup de jeunes filles qui m'écrivaient, mais j'ai été... c'est plus qu'en plus jeune, je faisais la web-série vraiment pour les ados, que là, on m'écrivait, puis des fois, ça pouvait être chargé, là, des jeunes qui allaient vraiment pas bien. Mais pour Codef, à un moment donné, on a fait 5 saisons, puis à un moment donné, ils ont fait un sondage commandé par, je ne sais plus quelle maison de sondage, mais un vrai sondage, là, pas quelque chose de niaiseux, pour voir à qui on s'adressait chacune. Et ça allait vraiment partout. Puis moi, je m'adressais aux 20 à 50 ans. C'est les 20 à 50 ans. Je me regardais. J'étais comme la préf des parents parce que Codef s'était regardé vraiment en famille. Puis il y a beaucoup de parents. Puis moi, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui m'arrêtaient sur la rue, mais beaucoup de parents. Moi, j'étais la chumée des parents. Puis j'avais 33, 34. Quel âge j'avais? Un âge. J'avais 34 pour commencer Codef, quand j'ai commencé. Fait que j'étais comme au milieu du 20-50 ans à peu près. Fait que je parlais vraiment aux gens de mon âge finalement. Donc, les ados plus jeunes, je pense qu'ils se confiaient plus peut-être à Mariana ou à Marina Bastarache qui targetaient un peu plus jeunes. Mais j'étais pas sollicitée pour ça vraiment. Là. Je pense pas, tu sais, les jeunes, ils savent que j'étais à la télé, là, mais j'étais pas, tu sais, leur grande idole, je crois. Mais c'est pas grave. J'étais l'idole des mamans. Tant mieux, tant mieux. Moi, à longtemps, c'était mon rêve avec l'idole des mamans, puis j'y arrivais pas. C'est vrai que t'aimais les femmes plus âgées, toi. Moi, j'aime toujours les femmes. Moi, je suis la mascotte du syndrome d'Oedipe. La mascotte officielle? Ouais, officielle. Tu parlais de caricature tantôt. Moi, je suis la caricature du syndrome d'Oedipe. C'est vrai? Mm-hmm. Mais pourtant, ton amoureuse, elle a ton âge. Oui, mais elle est très maternelle. Elle est très maternelle. Oui, extrêmement maternelle. Mais ça a sûrement avoir... je crois que tu n'avais pas de maman, Antoine. Ma mère est décédée. Ma mère est décédée quand j'avais 4 ans en plein dans mon Oedipe. J'ai toujours voulu revoir ma mère. Je comprends. Toute ma vie, j'ai voulu faire ça. Et ouais,
C'est un cool fantasme à avoir. Tout ça pour dire, Roulement de tambour, tu as réussi un tour de force. Un tour de force? Ouais. T'es drôle avec Gravel. Comment tu fais? Comment tu as réussi à être drôle à la radio avec Gravel? Explique-moi, comment tu as eu cette gig-là? Parce que beaucoup de gens sont cassés les dents. Moi, j'ai des collègues qui ont pris plusieurs bières et qui m'ont dit « Ah non, ce matin, j'étais à Gravel et c'est difficile. » Moi, là, je ne suis pas encore remise, Thomas, que ça soit terminé. C'est comme une longue peine d'amour. J'ai tellement aimé ça. J'ai eu tellement de plaisir. Je suis arrivée là. En fait, comment j'ai eu Gravel? C'est que l'année en 2016, j'avais participé à un balado qui était enregistré chez Penelope McQuaid. Elle faisait un balado, ça s'appelait Parce qu'on est en 2016. Un truc un peu féministe. Puis j'avais été faire des petits textes là parce que Penelope a toujours été très, très généreuse avec moi, vraiment. Là, c'est une des premières. En fait, c'est grâce à elle si j'ai fait de la radio. Elle a toujours donné mon nom. Elle m'a souvent donné de la place. Des tribunes. Et donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça avec elle. Puis la réalisatrice de ce balado-là, c'était la réalisatrice à Gravel le matin. Et donc, à un moment donné, il était juste à la recherche de nouvelles têtes et c'est elle qui m'a appelé. C'est vraiment juste parce que j'ai fait le balado chez Penelope, sinon, je n'aurais jamais fait ça. Fait que j'ai commencé comme ça sur appel. Et au début, ben c'est sûr, moi, j'avais... En fait, c'est pas vrai, j'avais... En même temps, j'ai commencé à faire des chroniques hebdomadaires à CIBL, à l'émission du matin avec Julien Poirier, Malo. Fait que je faisais ça, j'avais comme un petit entraînement, fait que c'est pas pire, je peux arriver comme de nulle part, mais c'est sûr que les premières fois, j'étais un peu tétanisée, mais en fait, j'étais tétanisée de voir comment ça marchait, la radio. T'sais, dans ma tête, tout le monde était là, c'était parce que c'était comme une équipe qui riait, puis qui était assise à la table, puis qui buvait son café, puis t'as un public, mais non! C'est une salle de nouvelles un peu, là, le monde court, ils vont à leur ordi, journalistes sportifs, tout le monde est comme, tu sais, des fois, tu es toute seule avec l'animateur qui est comme dans ses papiers, fait que tu es vraiment toute seule avec ton âme. Et tu me dis si je me trompe, mais la chronique humoristique, c'est le moment où les gens ils soufflent un peu. C'est pas là où ils t'écoutent, c'est là où ils prennent le souffle, c'est là où ils suivent une nouvelle, t'es la pause pour eux. Bien sûr, mais c'est ça que j'ai appris là, à mes dépens, mais tu sais, ça a été rapide que, je disais, moi, j'avais des collègues extraordinaires puis tu sais, je l'avais un peu demandé, là, moi, j'aime ça, là, quand il y a des gens assis, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais comme, au moins, ça va me donner la swing pour parler aux gens. Mais il était fin, il venait tout le temps m'écouter. Tu sais, j'avais toujours 2-3 collègues, puis Alain, il a lâché ses papiers rapidement. En fait, le secret, c'est qu'il ne donnait plus mes chroniques comme ça. Il pouvait juste m'écouter. Et je veux dire, il l'aurait fait. Il y avait ses chroniques devant. Ben oui, tu savais ce que tu allais dire. Ouais. Oui, ben en fait, c'est comme ça pas mal partout. Il faut que tu envoies tes chroniques d'avance pour s'assurer qu'il n'y a pas de soucis. Mais tu sais, moi, j'étais très rebelle. Là. Je l'envoyais, ma chronique, à peu près 4 minutes avant que je rentre à Radio-Canada. J'étais comme... Mais tu sais, je veux dire, évidemment, si j'avais fait des choses qu'il n'aimait pas, il me l'aurait dit. Là. Mais il était très gentil avec moi. Là. Il m'acceptait dans tout mon dernier minutisme. Et je sais pas, moi, j'ai pas réfléchi à comment je vais gagner Alain Gravel. Moi, j'étais juste vraiment tellement contente. Oui, t'as réussi! J'étais comme contente. Puis, tu sais, j'avais 2-3 amis qui m'écoutaient chaque vendredi. Puis, on dirait, moi, c'est ça. Quand j'écris, je parle à mes amis. Comme, tu sais, je m'imagine, mettons, mon amie Marie-André Labbé, qui est une formidable autrice. Tu sais, elle... Là, la dame qui écrit trop, là. Oui, elle a écrit trop. Ben oui, il faudrait que je le dise. Elle a écrit trop. Entre autres, elle a écrit lourd. Elle a écrit trop, surtout. Et c'est ça. Souvent, quand j'écris, comme je suis pas inspirée ou que je doute, je m'imagine juste Marie-André dans la salle. Pas qu'est-ce qu'elle aimerait que j'écrive, mais juste sa face de crampée, qui rit. Tu sais, les gens que t'aimes qui rient à toutes tes niaiseries, c'est ça. Moi, c'est à eux que je parle. Fait que bref, c'est ça. Tu sais, j'avais pas comme objectif de conquérir Alain Gravel, mais ça s'est développé au fil du temps. Moi, je trouvais ça juste drôle. Tu sais, que certains de mes collègues humoristes trouvent ça rough, puis il est donc ben bête, puis il essaye d'être funné. Moi, il me faisait rire, ce monsieur-là. Je l'aimais vraiment. Je le trouvais parfait. Fait que j'ai comme décidé de simili-flirter avec lui, mais tu sais, c'était entendu, là, c'était comme une blague. Tu sais, j'y offrais des cherry blossoms, c'était juste totalement con, là. Alain, c'est un journaliste, là, il est pas à l'aise, mais on a juste commencé à se trouver drôle, puis c'est tout. C'est juste ça, moi, j'ai jamais été, tu sais, j'étais nerveuse parfois quand j'écrivais mes chroniques, parce que, tu veux faire une bonne chronique, tu veux bien faire ta job, mais j'ai jamais, pas une fois, été nerveuse en rentrant dans ce studio-là. C'est comme si j'allais chez mon oncle. J'allais comme dans ma famille, puis je savais que
savais pas si ma chronique, elle allait kicker des culs. Des fois, j'étais confiante, des fois, j'avais hâte d'aller faire rire Alain. J'aimais ça, tu sais, le tiers de ma chronique, c'était toujours une discussion avec Alain, puis j'aimais ça juste le taquiner. Il a quand même participé au dieu de la danse, alors ça, j'en suis jamais revenue. Mais c'était vraiment le fun. Moi, j'en ai que du beau à dire, puis ça me dérangeait pas du tout qu'il y ait des malaises ou des petites poches d'air. C'est une personne qui a été immensément généreuse avec moi. C'est à cause de lui que si je suis restée, parce que je pense qu'il aurait pas mal évacué tous les humoristes, là. C'est un concept qui était inégal, puis c'est Alain là, qui a demandé à ce que je reste, puis je le remercie pas parce qu'il voulait me kicker avec un balai, là. Mais bref, c'est ça. Il était vraiment gentil, puis je l'aime beaucoup, puis je m'en ennuie beaucoup. Wow. Est-ce que tu as encore des contacts avec lui? On s'est écrit, je lui ai écrit, écoute, il y a eu une grande tragédie là, avant la fin de Gravel, ça remonte un peu, mais Alain, il y avait eu un gros accident de vélo. Là, il était resté sur le bord de l'autoroute tout seul à côté de son vélo pendant une demi-heure à penser qu'elle allait. C'était genre 3 semaines avant la fin ou 1 mois avant la fin de Gravel le matin. On venait d'apprendre que ça cessait. Fait qu'on, c'était déjà. Je sais bien qu'on est habitué que les émissions cessent, mais quand tu es dedans, ça fait un petit choc. Fait que là, comme Alain, comme ça y est, il est tout brisé, les côtes brisées. Fait que on dirait que ça a comme rapproché encore plus tout le monde. Que, j'ai écrit quand j'ai soumis une capsule, une chronique aux Oliviers, j'ai écrit chez Alain, j'ai soumis ça, puis là, hey, on est en nomination, fait que ça nous a comme, puis il m'a écrit à Noël, fait qu'on s'écrit un petit peu, là, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de le recroiser, évidemment. C'est pas un collègue humoriste, ou c'est un journaliste, Alain, il est retourné sur le terrain et à sa place. Mais je l'écoute, puis je l'aime beaucoup, mais non, c'est ça. Moi, j'espère, je sais pas dans quel univers on pourra travailler ensemble, mais ce serait un rêve. Genre, moi septuagénaire et Alain nonagénaire. Genre, 2 vieilles personnes, ce serait super. Moi, j'adore que Je serais encore dans la séduction. J'adore que ton partenaire de jeu idéal, c'est Alain Gravel. C'est génial. Ça me fait penser à un de mes amis, Sam Breton, un de nos collègues, lui, il fait des chroniques à Salut Bonjour, puis moi, j'en reviens pas. Puis son partenaire de jeu, c'est Gino Chouinard à 9 h le matin. C'est fantastique. Puis il dit, ça marche. Il dit, ça marche. Il n'y a pas d'ego. Il dit, il n'y a pas d'ego, puis peu importe où je vais, il y va. C'est génial. J'ai l'impression que il se passe la même chose avec Alain. Oui, c'est le même genre de relation. Tu peux vraiment trouver ton compte dans toutes sortes de contextes inattendus. Ouais. Moi, je sais que je vis très, très, très mal avec ça. Je vis très mal avec le fait que dans disons, le show business, parce que j'aime ça dire show business, parce que je suis comme le colonel Parker, j'ai vraiment... C'est très difficile de faire la différence entre les amis, les alliés, les gens qui sont plus tes collègues. Je trouve ça super difficile de naviguer là-dedans. Moi, je trouve ça extrêmement difficile de finir un projet et tu es avec une personne pendant 1 an, 2 ans. Dès que le projet est fini, tu ne lui parles plus. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Je trouve ça très difficile, mais c'est pas sur tous les projets que ça me fait ça. On dirait qu'il y a certains projets auxquels je m'attache, comme Gravel. J'en ai parlé parce que j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est ça, il y a des projets, même c'est ça, je m'attache à des affaires très longtemps des fois, là, c'est long, c'est comme une peine d'amour. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est bizarre quand tu as travaillé longtemps avec des gens, puis soudainement, c'est ça, c'est là que tu vois un peu plus, OK, finalement, c'était plus quand le Kodak était à homme. Mais c'est pas une grande, grande difficulté que j'ai. En général, je sais pas, moi, j'ai pas tant de misère que ça à connaître les vrais, les chummés. Peut-être parce que j'ai des équipes plus récurrentes. J'ai la chance de faire des projets plus de longue haleine. Des fois, c'est juste une question. C'est pas une question qui m'ont menti ou d'hypocrisie. C'est une question de on était vraiment, vraiment, vraiment proches. Là, toi, tu passes à autre chose, mais pas moi. Moi, je croyais que ça allait être l'éternité comme ça. Genre, je revis mon enfance où je perds ma mère. Comment ça? Va-t'en pas. Un peu de même aussi. Je suis un peu celle qui fait comme hey, on va pique-niquer. Puis comme oui, on y va. Puis je sens que je fais un peu peur, là. Ouais. Moi, je suis du même avis, moi. C'est comme des petits deuils assez récurrents. C'est un peu weird quand tu t'attaches. Ouais. Faut pas s'attacher, semble-t-il. Mais moi, je suis pas un robot. C'est ça, je le décrète là. Je suis pas un hostie de robot. Et je trouve que le milieu est très dur à cet égard. Ouais. Parlons du... est-ce que c'est difficile d'être une femme dans les médias? Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans les médias? Ben oui, c'est difficile d'être une femme dans les médias. Pour ma part, je crois que
je suis abordée davantage comme un personnage que comme une femme, je crois. Et c'est à mon avantage. J'ai sûrement raté comme plein de filles, plein d'opportunités de passer des auditions ou d'être juste simplement pressentie pour toutes sortes de contrats parce que c'est les gars qui passaient avant, bien entendu. Au niveau du salaire, je n'aborderai même pas le sujet. Mais à bord de là, c'est-tu le cas? Parce que des fois, t'es moins payé que tes collègues. ah, ben oui, mais ça arrive tout le temps, ça. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que c'est dur à savoir. Tu le sais, tu sais, parfois, ton agent a des connexions, fait comme, hey, tabarnak, telle personne, comme... Mais oui, ça arrive, bien entendu. Mais c'est plus difficile à jauger dans le milieu des arts parce que tout le monde, ça vient avec ta notoriété aussi, là. Fait que, tu sais, finalement, c'est plein d'inégalités. Mais je pense que pour ma part, c'est ça, comme je disais, j'ai l'impression, je me suis pas analysée, là, tu me poses la question, je m'étais pas tant posé la question, mais que c'est ça, je suis plus une espèce de personnage, comme oui, je suis une femme, mais euh, c'est soit qu'on veut le personnage ou qu'on veut personne. C'est pas une fille ou un gars, j'ai Mais l'impression ton personnage est très, très proche de toi. T'es pas Madame Jagger. Non, ben c'est ça, mais je suis un personnage dans la vie, puis c'est pas mon souhait, là, c'est juste, je sais pas moi comment m'exprimer autrement, puis comment être, j'aimerais bien ça, là, être, ben pas j'aimerais bien ça, mais des fois on me dit, comment tu fais pour écrire, machin, je suis comme, man, je suis pas capable d'écrire, je sais pas comment on fait autrement que ça, c'est pas un style que je me donne, c'est quasiment, c'est comme si c'était une espèce de handicap qui fait en sorte que j'écris de même. C'est un peu bizarre d'exprimer ça de même, c'est sûrement... Non, pas du tout. Mais, mettons, les grands humoristes, souvent, certains grands humoristes, ils vont se créer un personnage, mais mettons, Jerry Seinfeld, il ne parle pas vraiment comme ça, mais c'est comme ça qu'il s'est créé une cadence, mais il joue tellement bien que tu as l'impression que c'est lui-même, mais c'est faux. Bien sûr que sur scène ou devant une caméra, T'exagères, ben oui. là, je veux dire, oui, là, j'ai un petit bouclier, mais souvent, c'est ça, les gens sont surpris que... Et je m'en fous, c'est pas grave, là, mais que je m'exprime pareil. Mais non, c'est ça, euh, je suis plutôt chanceuse jusqu'à maintenant de la façon dont on me traite. On me traite avec beaucoup de respect. En général, je suis épargnée par beaucoup de gens très déplacés. Je ne reçois pas beaucoup de choses. J'essaie de ne pas en parler trop souvent parce que je me dis, bon, ben ça y est, ça va juste se taper. Les gens sont très respectueux quand ils m'abordent. Puis dans les relations de travail aussi, j'ai été assez chanceuse, mais je suis assez, j'ai l'air bien gentille, mais je suis assez mauvaise aussi, là. Je veux pas dire que les filles qui ont des mauvaises expériences n'ont pas assez de caractère, c'est pas ça, mais je sais pas, il y a comme une barrière qui fait en sorte que, à date, j'ai été plutôt chanceuse, mais bien évidemment, tu sais, le nombre de fois où des formules complètement grottées, on dirait que souvent, les projets dans lesquels on est pressenti, c'est souvent niaiseux à la base, là. Ça commence à changer. Évidemment, tu vas me dire, il y a bien des émissions niaiseuses qui sont tenues par des hommes, là, mais c'est souvent les affaires, c'est ça, là, girly, plus chum de fille, enrobé, nono, là, complètement nono. Puis c'est ça, là, tu sais, il y a de plus en plus de rôles et de projets où c'est les femmes qui sont en tête. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Puis il y a de plus en plus de femmes à la réalisation, mais si peu, puis c'est la même chose dans le théâtre aussi. Là, on fait la place, on donne la résidence à beaucoup de femmes. Il y a des théâtres qui ont décidé de... Je sais plus c'est quel théâtre. Je suis pas très bonne. En tout cas, je suis du théâtre d'aujourd'hui qui c'est seulement des femmes pendant 1 an. En tout cas, c'est sûrement un parmi tant d'autres. Mais bref, en ce sens, moi, j'ai été... Puis c'est ça, ça fait pas longtemps non plus que je taquine le milieu de l'humour. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu là, les injustices et les moments terrifiants que toutes mes collègues, je les appelle mes collègues, parce que j'ai une toute petite taille. Je l'ai pas vécu. Mais t'es une collègue. Hein? T'es une collègue. Je suis une collègue. On est collègues. Ouais, c'est pas comme si tu travaillais le bois, là. Ben non, on fait le même métier. Là. Oui, on fait le même métier. OK. Qu'est-ce qu'on... Veux-tu... je me demandais, c'est quoi... T'as-tu des... Veux-tu jouer, toi, dans la vie? Est-ce que tu aimerais ça qu'on te donne un rôle? Comme si, mettons, François Letourneau, il te dit « Non, c'est pour ça que je t'aime saison 2. J'aimerais vraiment ça que tu joues une chauffeuse d'autobus pour qui Patrice Robitaille a le béguin. T'aimerais-tu ça? » Hey, écoute, si François Letourneau me proposait ça, je ne réfléchirais pas un seul instant et je dirais oui. Parce que c'est un auteur... Ben, d'abord, c'est un homme, je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de le rencontrer, c'est quelqu'un de tellement
gentil, tellement généreux, intéressé. Il entre dans une pièce, puis, tu sais, je veux dire, il va pas aller vers la célébrité ou vers son profit. Il s'intéresse aux gens. C'est quelqu'un qui a d'une immense... Je pense que c'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée dans le milieu. Puis c'est un auteur absolument formidable qui écrit des choses qui sont incomparables, qui a beaucoup d'audace. Je suis tellement heureuse à chaque fois qu'il sort quelque chose. Fait évidemment que si il disait on voulait me donner un rôle, c'est sûr je me garrocherais sans réfléchir. Par contre, oui, parfois, tu sais, quand je vois justement, là, c'est comme ça que je t'aime, c'est sûr que je pense que ça donne envie à toute personne qui fait de la scène ou qui est un peu dans le milieu de l'expression. Écoute, moi, j'aurais tellement le goût de jouer là-dedans. Je vois Jean-François Provençal, je suis comme, oh mon Dieu, mais il est extraordinaire. Ben oui, mais moi aussi, j'aimerais ça. Mais tu sais, j'essaie d'avoir un petit peu d'humilité, en ce sens que oui, j'ai certains talents, mais pas que je pense que je ferais une mauvaise comédienne. Je pense pas que mais tu sais très bien que donner une réplique à Karine Gontier-Hellman, c'est tough. Tu reconnais qu'elle a une... Ben oui, mais elle a un talent, puis c'est son métier. Puis justement, moi, j'ai mon métier et c'est ça, ce que je veux dire, c'est que je dis pas ça parce que je pense pas que je serais capable, puis je suis une petite feuille au vent. Je pense qu'avec beaucoup de travail, je pourrais peut-être arriver à quelque chose. Simplement, moi, je suis bien, bien chanceuse de faire ce que je fais, puis je suis au paradis dans mon métier. J'ai jamais été aussi heureuse du travail, des contrats sur lesquels je travaille. Je me trouve bien, 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 bien chanceuse. Fait que je vois pas pourquoi, comme... Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, puis on les voit tout de suite, là, qui se ramassent là dans des films, puis que c'est juste, c'est comme c'est pas le jeu qui t'intéresse, là, c'est le poster, puis j'aurais très honte d'être ça. Puis il y a tellement de bons comédiens qui crèvent la dalle, puis qui passent des auditions, puis qui se font dépasser par des vedettes. Puis, je sais qu'à certains égards, j'ai beau avoir aucune expérience, peut-être un petit talent, mais aucune expérience, je pourrais dépasser des gens de grand talent parce que cette année-là, je suis la saveur du mois. J'aurais très honte d'être cette personne. Je dis pas que tous les gens, tous les humoristes ou tous les gens dont c'est pas le métier principal devraient pas. Il y en a d'excellents. Mais c'est juste ça. Moi, c'est pas une ambition que j'ai. Bien entendu, parfois, ça me traverse l'esprit quand j'ai des beaux amis auteurs qui écrivent des affaires. Je suis comme, oh, wow, j'aurais aimé ça. Mais je pense que dans ce temps-là, c'est mon ego qui parle. Puis j'essaie de le calmer. Mais bien entendu, si un jour, il y a quelque chose d'incomparable qui se présente, j'en reviendrai pas, mais c'est sûr que je pense pas que je serais capable de décliner un truc de François Letourneau, là, sans l'essayer. Puis il n'est même pas dit qu'il me prendrait parce que peut-être je ferais vraiment chier. Donc voilà. Mais c'est pas un projet que j'ai. Mais écrire pour des gens dont c'est pour des comédiens peut-être un jour, mais sans plus. Qu'est-ce qu'on te souhaite sinon? On me souhaite de ne pas attraper la COVID parce que je suis vulnérable. D'accord. Et on me souhaite... moi, là, j'aimerais ça là, que ma vie reste telle qu'elle est parce que je vis un petit peu le paradis. Je fais de la chronique, puis j'ai envie de faire de la chronique toute ma vie. Dans la variété, évidemment, là, c'est-à-dire j'ai envie pas nécessairement faire tout le temps la même affaire, mais moi, je vis essentiellement de mon écriture, puis c'est ça que je souhaite pour le reste de ma vie, peu importe la forme que ça prendra. Une écriture où on me laisse respirer, où j'ai plus ou moins carte blanche, parce qu'on n'a jamais entièrement carte blanche, on va s'entendre. C'est ça que j'aimerais qu'on me souhaite, puis je vais être très, très heureuse, puis je suis déjà très heureuse. Wow! Mais je trouve que c'est une belle conclusion. Moi, de mon côté, je nous souhaite et je me souhaite de continuer à t'écouter puis à te lire. Je trouve que tu es une femme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, qui a une couleur et qui, à chaque fois qu'on t'écoute, non seulement c'est drôle, c'est toujours pertinent et nécessaire. Fait que je suis très heureux de te côtoyer dans les médias. Quand je dis côtoyer, c'est t'entendre et pouvoir te lire et t'écouter. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Merci beaucoup et merci d'avoir baptisé ce nouveau podcast Dans mon chez nous où on voit que je garde les pires livres. On n'a pas remarqué, ça va. Ça va. Tout le monde était concentré sur la qualité de mon image. Yeah! Yeah! Merci énormément, Catherine. Bye, merci à toi.